Bonsoir les filles, vous allez bien? Moi ça va. Pour aujourd'hui, l'histoire, c'est un conte chinois qui s'appelle «Les aventures extraordinaires de 1000 artisans». Donc voilà, je vous fais un gros bisou déjà, je vous serre très fort dans mes bras, et puis après dodo. Il y a bien longtemps, vivaient 2 tailleurs de pierre qui, tout au long de l'année, cassaient des cailloux dans la montagne. L'été avait passé, l'automne arrivait, dans les champs, on labourait, et partout les feuilles jaunies tombaient. Et l'un des tailleurs de pierre dit alors à son compère: «Ma foi, mon vieux, à te dire la vérité, je ne vois pas l'automne arriver d'un très bon œil. Déjà, nous gagnons à peine de quoi manger, alors comme après ce sera encore pire, nous voilà jolis. Tu sais, j'ai une idée», lui répondit l'autre. «Faisons notre tour du monde. Partons par les grands chemins. Ici c'est la misère comme partout ailleurs, mais ailleurs, ce sera pas pire, crois-moi.» Et sans barguiner, ils sont partis, emportant leurs outils comme seul bagage. Chemin faisant, ils avaient rencontré 2 savetiers. «Où allez-vous donc comme ça, compagnon tailleur de pierre?» «Ouais, là où nous espérons recevoir de quoi manger et nous vêtir.» «Eh bien, voilà une idée qui nous plaît», dirent les savetiers. «Toute la journée, nous restons ici, devant notre établi de cordonnier, et pourtant nous allons nu-pieds. Si ça ne vous dérange pas, nous pourrions nous joindre à vous.» «Pourquoi pas?» dirent les 2 tailleurs de pierre, et ils repartirent à 4. Et ils marchèrent pendant des jours, jusqu'à passer par un endroit où 2 petites vieilles se trouvaient, et 2 couturières qui cousaient sur le pas de leur porte. «Où allez-vous donc comme ça, les gars?» les interpellèrent de loin. Et quand ils leur eurent dit où ils allaient, elles décidèrent qu'elles allaient partir avec eux. «Nous cousons pour les autres à longueur de journée, et nous n'avons rien à nous mettre sur le dos.» Alors elles se joignirent aux autres. Et ils allèrent toujours de ci, de là. Et en route, ils rencontrèrent des charpentiers, des forgerons, des barbiers, des maçons, et que sais-je encore. Enfin, disons qu'ils rencontrèrent 1000 artisans. Et encore, c'est pas beaucoup. Et ces 1000 artisans se sont joints à eux. Et, frères, ils allèrent encore, et pendant Dieu sait combien de jours, et personne ne savait où on allait ainsi exactement. Un jour, ils marchèrent toute la journée, sans rencontrer âme qui vive. Déjà, le soleil tombait à l'occident, et à perte de vue, il n'y avait pas l'ombre d'une habitation. Alors, un des 2 tailleurs de pierre aperçut au loin un arbre plus que centenaire qui bordait le chemin. «Il se fait tard, mes amis, à quoi bon se fatiguer davantage? Je propose que nous nous reposions ici.» Et tous marquèrent leur accord. Quand ils furent au pied de l'arbre, ils constatèrent qu'il était creux. Ils y entrèrent, et l'arbre était si grand, si monumental, qu'ils y trouvèrent tous une place. Et tous les 1000 artisans, et ils avaient encore de la place. Leur ventre sonnait creux, certes, car ils n'avaient rien mangé, mais ils se dirent: «Bah, qui dort dîne.» Ils fermèrent les yeux, et bientôt ils dormaient, les 1000 artisans, à poings fermés. Bien loin de cet endroit, si je dis 1000 kilomètres, ce sera encore trop peu, une mère vivait dans sa chaumière avec son fils unique. Elle était en train de faire des quenelles farcies quand elle vit que son feu baissait. Alors elle demanda à son fils: Va me chercher un peu de bois, sinon nous n'aurons rien à déjeuner.» Le fils, obéissant, sortit de la chaumière, fit quelques pas en courant, et arriva à ce fameux arbre dans le creux duquel dormaient nos 1000 artisans. «Cela me fera une bonne brassée de bois,» dit-il, en coupant l'arbre d'un seul coup. Quel vacarme à l'intérieur de l'arbre! Les 1000 artisans, affolés, sortirent les uns après les autres, aux yeux étonnés du gamin qui n'en revenait pas. Devant ce grouillement de tous ces êtres, tout en riant, amusé, il s'allongea sur le sol pour les voir de plus près. Mais les artisans, eux, étaient bouche bée, terrifiés devant un tel géant. Alors,
Le tailleur de pierre, Wang, prit son courage à deux mains, et il s'avança quelque peu devant ses compagnons, et prononça à voix aussi forte qu'il put, afin que le géant l'entende, le discours suivant. « Nous te saluons, grand enfant! Nous savons que tu as bon cœur. Aussi, nous adressons-nous à toi pour recevoir un peu d'aide. Nous voyageons depuis longtemps et nous avons grand faim. Dis-nous, ô grand enfant, ne pourrais-tu pas nous apporter quelque chose à manger? » Maman est justement en train de préparer des quenelles farcies. Je vais vous en apporter si vous voulez. L'enfant avait bien compris que les petites créatures qui se trouvaient devant lui ne supporteraient pas le son tonitruant de sa voix. Aussi s'était-il efforcé de chuchoter le plus bas qu'il pouvait, et malgré tout, le souffle qui sortait de sa bouche suffisait à faire ployer les 1000 artisans qui étaient rassemblés devant lui. Ce disant, il se releva et retourna chez lui en courant. Les artisans sentirent le sol alors se mouvoir sous eux à chaque pas de l'enfant, tout juste comme s'ils étaient sur une barque dans une mer en pleine tempête. Bientôt, il revint, le gigantesque gamin, qui n'avait pas oublié sa promesse. Il rapportait une quenelle. Oh, quelle joie, quel bonheur! C'était une quenelle grosse comme une montagne, blanche comme neige, fraîchement tombée, bien levée, légère comme du duvet. Si les artisans avaient été 10 fois plus nombreux, cette quenelle aurait encore suffi à les rassasier tous pendant 3 ans, 6 mois et 5 jours. Et il en serait peut-être resté encore pour le petit déjeuner du lendemain. Eux, ils se sont jetés dessus. Et ils ont commencé à manger. Manger. Et ils mangeaient depuis je ne sais pas combien de jours qu'ils avaient à peine entamé ce gigantesque mont de pâtes. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu à force de mordiller dedans? Quand ils eurent creusé un trou assez profond, dedans, il y avait quelque chose de noir. Évidemment, puisque c'était une quenelle farcie. Alors, la joie des artisans ne connut plus de bornes. Ils se bousculèrent, se disputèrent même le plaisir d'être le premier à goûter à la farce, qui avait un arôme divin. Et c'est ainsi que se sont écoulées ces premières journées d'abondance. Mais ne voilà-t-il pas justement que le tailleur de pierre, qui était justement installé dans la galerie creusée au centre de la farce de la quenelle, un coup terrible éclata. Il semblait que le ciel se fût écroulé sur la terre. Toute la quenelle se balançait dangereusement. Le tailleur de pierre ne pouvait pas laisser passer une telle chose sans aller voir dehors de quoi il retournait. Il se précipita vers la sortie, et en y arrivant après quelques journées de course, il se figea de stupeur. Un spectacle terrifiant se présentait à son regard. Il pleuvait. Mais ce n'étaient pas des gouttes de pluie ordinaires qui formaient des cascades si énormes que pas un bout de terre ferme ne se voyait, aussi loin que la vue ne se porta. La quenelle, avec tous ses artisans en son sein, flottait sur une immense surface liquide. Tout autour d'elle, on voyait surgir des montagnes. Ah, mais j'avais loupé une page. De cristal irisé qui se mettait à flotter à la surface. Soudain, les artisans poussèrent tous ensemble un véritable cri de terreur. Une énorme montagne de cristal venait irrémédiablement sur eux. C'était la fin, la fin! Et dans sa frayeur, aucun n'était capable de faire un mouvement pour se sauver. Ça y est, c'est le choc. Et tous fermèrent les yeux dans l'attente de l'explosion. Mais rien. Et quand ils les rouvrirent, leurs yeux, la quenelle se balançait doucement et
Il n'y avait plus de traces de la montagne de cristal. Elle avait éclaté et disparu comme du vent. C'était pas une montagne. C'était pas une montagne de cristal, c'était une bulle d'air qui sortait du liquide pour venir éclater à la surface. Peu à peu, la pluie avait cessé, et entre-temps, la quenelle avait été emportée par un large fleuve où de traîtres tourbillons et des vagues énormes menaçaient à tout instant d'engloutir les malheureux artisans. Mais, sans se laisser abattre, ils n'ont pas perdu de temps. Et réunissant leurs forces, ils ont attiré jusqu'à leur quenelle des feuilles mortes mordant sur l'eau, et ils en ont bouché l'entrée de la grotte afin que l'eau ne pénètre point à l'intérieur de leur maison de pâte flottante, au risque de la faire sombrer. Et ils ont vogué ainsi pendant des jours et des nuits. Il ne manquait pas de nourriture ni de distraction. Mais un jour, ils se réveillèrent, surpris par le calme. La quenelle ne ballottait plus. Ils prêtèrent l'oreille. Aucun bruit ne venait de l'extérieur. 155 artisans se sont mis alors à déblayer l'entrée de la grotte, naguère colmatée avec des feuilles mortes, des branchages, un peu de boue. Et ils ont tous poussé à l'unisson un tonitruant cri de joie. Le soleil les inondait de ses rayons. Et sur leur tête, un ciel bleu sans nuages formait une coupole parfaite. Mais après cet instant de joie intense de revoir un ciel bleu et le soleil qui dardait ses rayons, l'instant se fit plus grave. En effet, la coupole céleste était si parfaite parce que nulle part, où que l'œil se porte, rien ne venait se découper sur l'horizon, tout entier fermé par la ligne de l'océan. Lui-même aussi bleu que le ciel, mais d'îles, de terres, de continents, pas la moindre trace. Que leur arriverait-il en cas de tempête? Mais les artisans n'ont pas perdu la tête pour autant. Le tailleur de pierre Wang eut une idée, en voyant une branche d'arbre flotter à proximité. « Mes frères, nous allons faire des barques de sauvetage avec cette branche. Ainsi, nous serons prêts à naviguer vers la terre ferme si le cas se présente. » Et tous les visages s'éclairèrent. Ça, c'était une bonne idée. Cette branche était plus grosse que le plus gros des troncs d'arbres qu'ils avaient jamais vus. Les charpentiers la tirèrent près de la quenelle et se mirent aussitôt à couper, scier, raboter, si bien qu'avant la fin de la journée, des centaines de petites barques de sauvetage flottaient tout autour de la quenelle, prêtes à accueillir leurs passagers. Les artisans y sautèrent et se mirent à ramer. Et lorsqu'au matin, l'aurore, aux doigts de rose, teinta la mer, elle vit 1000 artisans, ramant à force rames, en y mettant toute leur force, tout leur courage. Et lorsqu'au soir, les étoiles illuminèrent le ciel, elles virent elles aussi les 1000 artisans ramer et souquer de toute leur force. Et un jour, au loin, là où l'horizon fait se rencontrer le ciel et la mer, ils virent une ligne sombre. Était-ce un continent ou seulement une île? En dépit de leur fatigue, cette vue ranima leur courage et redonna de l'énergie. Ils se mirent à ramer et à souquer de plus belle. L'ombre devant eux devenait plus noire. Ouais, c'était bien un continent. Déjà, ils arrivaient à la base d'une berge escarpée. Et tout en haut, quelque chose de blanc brillait. Oh, c'est certainement un rocher blanc, pensèrent les artisans. Combien ils se trompaient. Ce n'était pas du tout la terre salvatrice. C'était un poisson qui se laissait paresseusement flotter au soleil. Et à l'instant où les 100 petites barques voulurent aborder sur cette terre imaginaire, la berge se balança dangereusement, le poisson ouvrit une large gueule et avala toutes les barques, tous les artisans qui s'y trouvaient, la quenelle, et comme il avait très très faim, il avala de surcroît 3 bateaux dont les ponts n'étaient chargés que de rouleaux de toile. Ouf. Il faisait sombre dans l'estomac de ce poisson, et froid,
faisait 10 fois plus sombre que lorsque les plus noirs nuages voilent le ciel d'hiver. Brrr. « Les gars !» s'écria l'un des artisans. « J'aurais pu naviguer toute ma vie dans cette délicieuse quenelle, mais ici, je tiendrai pas un jour. »« J'en suis pas surpris, » lui dit le tailleur de pierre Wang. « Mais, mon frère, il ne faut pas jeter le manche après la cognée. Nous avons emporté avec la farce de la cannelle assez d'huile pour nous éclairer, c'est déjà ça. » Ah, quelle bonne idée. Bientôt, il faisait aussi clair dans l'estomac du poisson qu'en plein midi en été. Les artisans retrouvèrent leur bonne humeur. L'air se réchauffait un petit peu avec les lumières de toutes ces lampes. Et ils constatent que l'un des bateaux chargés de toile blanche était tout près de la quenelle. Ah, quelle joie! Depuis le temps qu'ils erraient et naviguaient, leurs vêtements étaient en lambeaux. Alors, les tailleurs et les couturières se sont attaqués à la besogne et ont cousu des vêtements neufs pour les artisans. Et pendant que tout cela se passait dans le ventre du poisson, dehors, il arrivait quelque chose d'assez étrange. Le poisson avait nagé jusqu'en haute mer, où il fut remarqué par un autour, une espèce d'aigle pêcheur, qui volait assez bas. Le rapace prit le poisson dans son bec et s'envola avec sa proie aussi loin que possible. Il volait à tire-d'aile quand il vit une habitation. Comme il était très fatigué et qu'il avait besoin de se reposer, il se posa au sol, juste devant une jeune fille occupée à coudre devant la maison. En voyant cet autour, porteur d'un poisson dans son bec, elle prit sa pantoufle brodée et la jeta sur lui. L'oiseau s'envola, mais maladroit, il vola tout droit dans la pointe de la pantoufle de la jeune fille. « Ah! Je l'ai eu! Quel beau poisson! Ah, papa va se régaler, dit-elle en emportant le poisson à la cuisine. » Et pendant ce temps-là, dans l'estomac du poisson, les 1000 artisans riaient et s'amusaient à qui mieux mieux. La jeune fille vida le poisson. Et que vit-elle? Dans les entrailles, cela bougeait et riait. Est-ce qu'un poisson, ça rit? Elle alla plus prudemment dans son opération, découpant chacune des membranes les unes après les autres et en les écartant avec la pointe d'une baguette. Et voici qu'elle découvre 3 bateaux, où il ne restait plus un morceau de toile en soie, et juste un peu plus loin, les 1000 artisans vêtus de leurs nouveaux habits. Le tailleur de pierre Wang se présenta devant la jeune fille, s'inclina poliment, la remercia au nom de tous ses camarades de leur avoir sauvé la vie, et la jeune fille leur exprima sa compassion, et leur proposa de rester chez elle. Oh, comme ils lui furent reconnaissants de cette généreuse proposition. Tout de suite, ils sortirent dans la cour, car ils aspiraient à revoir le ciel bleu. Mais quelle horreur! Ils allèrent longtemps, et encore longtemps, mais ils ne pouvaient arriver nulle part. Leur chemin était soudain obstrué par une chaîne de montagnes jaunes, tandis qu'un fort parfum parvenait à leurs narines. Lorsqu'ils arrivèrent au pied de la montagne, les artisans essayèrent de creuser un passage, et un sable jaune s'écoula sous leurs mains. C'était de la farine de riz. Et c'est alors qu'ils comprirent cette chaîne de montagnes jaunes qui leur barrait le passage. Ce n'était que quelques grains de riz que la jeune fille avait laissé tomber par inadvertance. À grand effort, les 1000 artisans grimpèrent en haut de la montagne de riz, mais c'était déjà trop tard. Entre-temps, le soleil s'était couché, et le crépuscule du soir descendait sur la terre. Alors il ne restait aux artisans que d'autres solutions que de rentrer à la maison. Ils n'y arrivèrent qu'à minuit. Le père de la jeune fille y était. C'était un vieillard souriant à la barbe blanche. Il reçut les artisans très cordialement et leur offrit à souper. Après le repas, la jeune fille dit à son père « Papa, la cordelière de ton chapeau est trop laide. Je vais te la changer. » Le lendemain matin, le père de la jeune fille mit son chapeau, installa les 1000 artisans sur ses épaules et alla leur montrer le jardin. Oh, c'était un magnifique jardin. Comme il était tôt, la rosée perlait le long des fleurs. Chaque goutte de rosée
était grosse et ronde comme la lune quand elle est pleine, et elle lançait des lueurs roses et blanches. Les artisans croyaient voir se balancer des centaines de pleines lunes dans les nuages. Le vieillard, toujours portant les artisans, se dirigea alors vers le verger, d'où se dégageait un parfum suave de fruits mûrs. L'eau leur venait déjà à la bouche, et c'est sûr que le bon vieillard leur aurait cueilli à chacun un fruit, s'il ne s'était passé une chose assez curieuse qui l'en empêcha. Au moment même où le vieillard entrait dans l'allée du verger, un nuage noir voila le ciel, et un énorme vautour descendit vers le sol. D'en haut, il avait vu la cordelière du chapeau, et il voulait s'en emparer. En le voyant, le vieillard prit peur et s'enfuit au pas de course. Et à ça, les artisans ne s'y attendaient pas. De grands coups ébranlaient ses larges épaules qui jusque-là leur avaient servi de support aussi sûr que la terre ferme, et ils s'écroulèrent les uns après les autres, tombant dans d'énormes précipices. Heureusement, le vieillard était vêtu de bonne laine rugueuse, si bien qu'ils purent s'accrocher aux poils, aux coutures, dans les poches, d'où ils sortaient de temps en temps la tête pour voir à l'extérieur. Mais bientôt, le vautour rattrapa le vieillard, saisit sa belle cordelière et s'envola avec sa proie. Le vieillard alors se mit à le poursuivre, mais le vautour était plus rapide et déjà s'éloignait à tire d'aile. Alors, le vieillard se baissa, ramassa une montagne si haute que pour nos minuscules artisans il aurait fallu y grimper 3 jours avant d'en atteindre le sommet, et le jeta comme un caillou après son voleur de cordelière. Au même moment, le vautour disparaissait derrière une autre montagne, et alors on entendit de loin un énorme cri de colère. « Qui donc jette des cailloux dans ma soupe ?» Le vieillard se retourna alors vers la montagne d'où partait la voix, et vit un autre vieillard, 2 fois grand comme lui, qui s'était assis dessus et qui était occupé à manger. Ce vieillard rejeta du bout de son bâton la montagne caillourde de son assiette et continua tranquillement à manger. Le vieillard, avec tous les artisans et dans ses poches et dans ses vêtements, dans les plis, se sauva plus loin, mais voilà que devant lui se découvre une autre montagne encore très élevée, brillante et blanche. Le vieillard eut grand-peine à gravir jusqu'au sommet, et les 1000 artisans constataient son effort et voyaient la sueur perler sur son front. Il est un vieux proverbe qui dit « Il est facile de monter, mais descendre est pire. » Le vieillard était à bout de force. Ses jambes se dérobaient sous son grand corps, il titubait, et soudain, il glissa, s'abîmant dans un précipice profond et terrible, tout hérissé de rochers aigus et lisses, pas une seule issue. « Jamais nous ne sortirons d'ici, sauf s'il nous pousse des ailes, » disaient les 1000 artisans, du fond de leur trou. Mais qu'est-ce qui se passe donc ? Les parois se mettent à s'ébranler. Tout le précipice se penche, s'incline, se retourne, et le vieux tombe dehors, avec ses 1000 artisans dans les plis de ses poches. Devant eux, ils voient, assis par terre, un autre vieillard, un troisième, 1000 fois plus grand encore que celui qui les porte. Et alors, ils comprennent que ce qu'ils avaient pris pour un précipice, c'était le nombril du géant. « Mon frère, tu es 1000 fois plus grand que moi. Veux-tu avoir l'obligeance, lui dit le vieillard qui portait les artisans, voudrais-tu avoir l'obligeance de regarder si tu n'aperçois pas ce vautour qui m'a pris ma belle cordelière qui ornait mon chapeau ?» Le géant s'abrita les yeux de la main, fixa l'horizon et déclara « Ça va mal. Ce vautour est déjà rentré au paradis du Sud avec la cordelière. Et toi, tu ne pourras pas y rentrer, car il a pondu à l'entrée ses œufs énormes et tu ne pourrais pas les remuer d'un pouce. Mais si tu veux, monte sur ma main, je te déposerai
à l'entrée du paradis du Sud et j'essayerai de faire basculer les œufs pour libérer l'entrée. » Le vieillard, avec ses 1000 artisans dans les poches et dans les coutures de ses vêtements, s'installa dans la paume du vieillard géant. Celui-ci étendit le bras, se leva, et alors le vieillard avec les 1000 artisans sentirent tous à hurler dans leurs oreilles une véritable tempête. C'était simplement le mouvement du bras qui se détendait. Mais déjà, ils étaient déposés à l'entrée du paradis du Sud, dont la porte était bloquée par un énorme œuf de vautour. Le vieillard gigantesque s'arc-bouta pour le faire basculer, mais ses efforts étaient vains. Cet œuf semblait scellé dans le rocher. Que faire ? Le vieillard porteur d'artisans était désespéré. Si près du but, il allait falloir abandonner. La belle cordelière de son chapeau serait-elle à jamais perdue ? Le pauvre vieillard en tomba assis, l'amertume, et de lourdes larmes lui tombaient des yeux, faisant une mare sur le sol. Il faisait tant de peine à voir que le tailleur de pierre Wang ne put le supporter. Il s'adressa à ses compagnons. « Frères, nous ne pouvons pas laisser les choses aller comme ça. » Et il se tourna vers le bon vieillard en lui disant « Grand-père, consolez-vous. Cet œuf, tous ensemble, nous allons le casser. Puis, nous entrerons au paradis avec vous et nous le trouverons bien, ce méchant vautour qui vous a volé votre belle cordelière. » Et tout de suite, ils se mirent tous à la besogne. Les tailleurs de pierre, à coups de marteau, tapaient et tapaient de toute leur force. Mais ça faisait boum, 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 mais jamais crac, crac, crac. L'œuf était plus dur que du granit. Alors, les charpentiers sont venus à la rescousse, avec leurs ciseaux et leurs scies, les forgerons avec leurs pinces, les maçons avec leurs maillets, même les tailleurs avec leurs ciseaux. Et bref, chacun faisait ce qu'il pouvait, selon sa spécialité. Les étincelles jaillissaient de tous les côtés, et 1000 fronts étaient trempés de sueur. Et soudain, que vous dirais-je ? Eh bien simplement que l'œuf, plus dur que le granit, tout d'un coup, éclata. Il éclata et son contenu, blanc et jaune, se mit à s'écouler. Le blanc s'étala, et forma dans la vallée ce beau lac limpide appelé Tsinghai, ou familièrement Kokonor. Et tandis que le jaune coula d'abord comme une rivière, mais coula encore tant qu'il finit par donner naissance au Yangtze-Kiang, le fleuve jaune, que tout le monde connaît encore bien de nos jours. Le vieillard avec les 1000 artisans ne se préoccupèrent ni du lac, ni du fleuve. Ils entrèrent d'un pas décidé au paradis du Sud dont ils venaient de libérer l'entrée. Quelles aventures les y attendaient ? Personne ne le sait. Mais si un jour vous rencontrez l'un d'eux, demandez-lui. Ça risque d'être amusant. Je vous embrasse très fort. Et puis, je sais pas si maman vous l'a dit, mais on se voit demain. Parce que demain, je dois passer. Et donc, on va faire une petite balade. Et je vous raconterai une histoire. Et puis, je vous en raconterai encore une au soir. Vous aurez 2 histoires demain. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. À demain. Je vous aime.